Et ah oui, bonjour à tous. Merci d'être restés. On arrive à la fin de la journée où ça commence à devenir compliqué, il fait chaud, et l'appel de la bière commence à se faire important. Donc Philippe a déjà dit beaucoup de choses. Je suis très content d'être là parce que avant de monter à Kino, je bossais pour une boîte qui s'appelle Smile, et j'ai vécu aussi l'avènement de Magento avec les tout premiers Magento. Et je dois dire que ce qu'on voit aujourd'hui autour de la communauté Euro fait quand même beaucoup penser à ce qu'on a vu il y a maintenant presque 8 ans, 8-10 ans, ce qu'on a vu autour de Magento. On va parler, non pas d'Akeneo, de la boîte, etc. J'ai promis, je ferai un petit truc juste à la fin très court, mais on va plutôt parler d'expérience produit. Et c'est intéressant de parler d'expérience produit parce que c'est quelque chose dont on n'entend pas forcément toujours parler. On parle beaucoup d'expérience client, d'expérience utilisateur, et on ne voit pas forcément le lien avec l'expérience produit. Avant de rentrer dans ce que c'est que l'expérience produit, je vais recommencer par réenfoncer des portes qui ont été largement ouvertes depuis le début de la journée, en parlant un peu du B2B. Le B2B, je pense que vous l'avez compris, on vous a donné plein de chiffres depuis le début de la journée, c'est la deuxième vague du e-commerce. La première vague, elle a été très B2C, on a beaucoup appris. On a vu beaucoup d'acteurs, notamment des brick and mortar, les acteurs traditionnels de la grande distribution qui sont progressivement venus au e-commerce, parfois un peu tardivement, parfois un peu contraints et forcés. On a vu une première vague se créer entre les années 2004 et pour les plus précoces jusqu'aux années 2010, où on a vu justement cette première génération de sites e-commerce B2C, où on a appris beaucoup de choses. Et la deuxième qui vient, c'est B2B. Il y a déjà eu beaucoup de chiffres qui ont été donnés, en voilà un autre. On sait que d'ici 2019, les fabricants et les retailers dépasseront les retailers dans le temps des investissements qu'ils mettent sur le e-commerce. Donc les acteurs du B2B mettront plus d'argent, investisseront plus d'argent que les acteurs B2C dans le e-commerce, dans le digital. Donc c'est une vraie vague. Une vraie vague qui est intéressante à plein d'égards. Comme le disait Yoav, il y a à la fois des points communs avec la première sur le B2C, et puis pas mal de spécificités. On pense que cette vague, elle va être un peu différente. Et une des raisons pour laquelle on pense qu'elle va être différente, cette vague B2B, c'est qu'on pense qu'elle va apprendre beaucoup de la première. Et que les apprentissages qu'on a fait, les leçons qu'on a apprises, quand on a vu les premiers sites marchands B2C se monter, et toutes les erreurs qu'on a pu faire là-dedans, on va ne pas les reproduire. Et que les acteurs B2B vont beaucoup s'inspirer, vont pouvoir beaucoup capitaliser sur toute cette première courbe d'apprentissage qui a été faite par les acteurs B2C. Et en ça, elle est assez intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Il y a un truc qu'on a appris au contact des acteurs B2C dans les 10 dernières années. Je le disais, avant de monter à Keneo, je travaillais dans une agence web, on faisait beaucoup de sites e-commerce, on travaillait beaucoup dans le monde de la mode et du retail. Et on a vu très rapidement une transformation dans la manière dont les gens concevaient le site e-commerce. Au début, c'était un silo un peu à part, c'était juste quelque chose pour mettre, parce qu'il faut faire du digital, donc on va faire un peu de digital, on va faire un site e-commerce, mais on n'y croyait pas vraiment, c'était plus contraint et forcé. Et puis progressivement, on a compris qu'il y avait quand même une demande, une appétence pour le online. Et que finalement, ce n'était pas quelque chose qui était concurrent au réseau de distribution traditionnel, mais qui était complémentaire. Et qu'il y avait des pratiques qui devaient être communes. Donc plutôt que de segmenter de manière horizontale, en disant il y a les magasins physiques d'un côté et puis il y a le e-commerce de l'autre, on a commencé à horizontaliser et à se dire il y a des pratiques, il y a des compétences communes entre le digital et le retail traditionnel. Et l'une d'entre elles, c'est l'expérience produit. Alors plutôt que de vous faire une grande explication de ce que c'est que l'expérience produit, je voulais juste commencer par faire un petit test, un petit jeu avec vous. D'après vous, qu'est-ce que c'est que cet objet? Pièce d'échec. Pièce d'échec. Une sculpture. Une sculpture, ouais, ça pourrait. Une bougie. Une bougie. Ouais, parce que j'en ai une qui est. Bref. Ouais, ça pourrait. Hein. Non, mais en fait, ça pourrait être plein de trucs. Ça pourrait être une toile de porte, effectivement, une sculpture, une peluche, pierre déchirière, un sextoy, parce que je sais qu'il y a des de Marder, c'est une petite dédicace. Un chapeau, enfin, ça peut être plein de choses. Et c'est étonnant quand même, en voyant simplement une image, on ne comprenne pas instinctivement ce que c'est que ce produit. Pourtant, on nous dit à chaque fois, c'était une des premières règles quand on a commencé à faire des sites e-commerce B2C, mettez des photos de produits, mettez des visuels produits, une image vaut 1000 mots, c'est comme ça que vous allez réussir à vendre.
Bon, bah là, vu comme ça tout de suite, c'est pas forcément extrêmement explicite. Mais c'est pas grave, parce qu'on nous a dit, ne vous inquiétez pas, c'est normal, une bonne fiche produit, c'est une combinaison d'un bon visuel et de bonnes caractéristiques. Alors on va regarder les caractéristiques de ce produit. Déjà, il doit avoir un nom, ce produit. Et effectivement, non, il doit avoir un nom, il a une référence. Et effectivement, bon, il a une référence. Ça m'aide pas beaucoup. Je n'ai pas toujours beaucoup plus d'indices sur ce que c'est. Le nom. Bon, le nom du produit, c'est Samarcande. C'est joli, c'est poétique, mais bon, je ne sais toujours pas bien de quoi il s'agit. Mais c'est pas grave, on a d'autres informations. Le prix, 550 €. Bon, pas du chocolat. Ça va éliminer quelques petites choses, c'est pas du chocolat. Pas de chocolat, c'est un sextoy, c'est un sextoy un peu luxe. La couleur est tout. Ouais, alors là par contre je sais pas ce que c'est. Même si on m'avait dit que jamais j'aurais cherché même un produit et tout. Enfin, ça ne donne pas vraiment beaucoup d'informations. Et pourtant on en rajoute des informations. La taille, 16 cm. Ah. On commence déjà à imaginer la dimension de l'objet. Mais bon, ça ne nous dit toujours pas ce que c'est. Alors c'est quoi ce produit? Et comment ça se fait qu'en ayant une très belle photo, comment ça se fait qu'en ayant une très belle photo et des caractéristiques produits, même si elles sont peu nombreuses, qui sont quand même là, comment ça se fait qu'on n'arrive toujours pas à comprendre ce que c'est que ce produit? Alors je vais vous aider un petit peu la réponse de ce produit. C'est que c'est un presse-papier Hermès, en palissandre massif avec sa base en chêne. Et alors là, ça claque. Là, on arrive tout de suite à se projeter, on raconte une histoire. Ah oui, c'est un presse-papier Hermès. Donc déjà, on nous embarque dans une histoire. Pourquoi c'est important? L'expérience produit, c'est pas uniquement des jolies photos. Il en faut des jolies photos, il faut des vidéos, il faut mettre en scène le produit, mais c'est pas uniquement ça. L'expérience produit, c'est pas qu'une liste de caractéristiques. Il ne faut pas chercher l'exhaustivité technique, il ne faut pas chercher à donner toutes les informations possibles et imaginables. L'expérience produit, c'est la capacité, la science, capable de créer de l'émotion. Ce qui va me donner envie d'acheter, ce qui va me donner envie de comprendre le produit, c'est l'émotion que ça va susciter chez moi. Et ça, c'est une leçon qu'on a apprise très rapidement dans le B2C, où on a expliqué à nos clients, eh ben oui, l'expérience produit, ce qui va donner envie à vos clients d'acheter votre produit, c'est cette alchimie assez subtile entre les visuels, les médias, la description, l'histoire que vous racontez autour du produit et ses caractéristiques. Et on a besoin de tout ça. Mais on a besoin de tout ça extrêmement dosé. Donc c'est vraiment une science. Vous allez me dire, bon d'accord, c'est super cette histoire de presse-papier Hermès, mais bon, c'est pas du tout du B2B. Et vous avez raison, c'est pas du tout du B2B. Mais est-ce que ça marche quand même en B2B? Ben, la réponse est oui. Il y a une étude de Google qui a prouvé que pour un acheteur B2B, l'impact émotionnel est 2 fois plus important que la valeur produit. Comment ça se fait? Je suis un office manager et je dois acheter des ramettes de papier. Est-ce que vous croyez vraiment que les caractéristiques, que la valeur produit, elle est vraiment différente d'une ramette de papier à une autre? Qu'est-ce qui va me donner envie à un acheteur d'acheter une ramette de papier plutôt qu'une autre, une certaine marque? C'est pas les caractéristiques, c'est pas les visuels. C'est l'histoire qu'on va raconter autour, c'est l'envie, c'est l'émotion qu'on va créer. On va me dire, l'émotion, d'accord, je parle d'histoire d'amour régulière avec des ramettes de papier. Mais c'est pas uniquement ça. Qu'est-ce qu'on appelle l'émotion et l'expérience produit? Il faut comprendre que les acheteurs B2B, ce sont des créatures émotionnelles. Et dans ce qu'on entend par émotion, je ne vais pas développer trop parce que je crois qu'il y a une conférence exprès sur le sujet à la fin de la journée sur la partie émotionnelle en B2B, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que cherche un acheteur quand il achète auprès d'une autre entreprise. Il va chercher de la sécurité. Il a besoin qu'on lui garantisse que le produit qu'il fait ne le mettra pas en péril personnellement. Qu'est-ce que ça peut avoir plein de significations, mais une des significations, c'est que si jamais il y a le feu dans le bureau, il veut s'assurer que ce ne soit pas la ramette de papier qui soit à l'origine de l'incendie. C'est un exemple un peu tiré par les cheveux, mais c'est ça qu'il faut comprendre. On a besoin de créer de la sécurité. On a besoin de créer de la confiance. Et on a besoin de créer un gain personnel. Qu'est-ce qui va faire la différence pour moi en tant qu'individu, en tant qu'acheteur? Est-ce que ça va m'apporter à moi et pas uniquement à l'entreprise pour qui j'achète? Et donc tout ça doit être couvert par l'expérience produit.
Et de manière plus spécifique, c'est la personnalisation. C'est aussi quelque chose qu'on a appris beaucoup en B2C, qui est souvent encore un Graal, aujourd'hui encore pour beaucoup de commerçants, qui est cette capacité à créer une expérience produit unique par utilisateur. Et pourquoi c'est encore plus important en B2B? C'est plus important en B2B parce que par nature, les produits qu'on vend en B2B sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus complexes et ont des usages extrêmement différents. Ça veut dire 10? Ok. C'est super. Je vais vous donner un autre exemple, plus proche. Un drone. Un drone, c'est pareil. Ça a plein de caractéristiques techniques. Et pareil, je peux raconter une très belle histoire autour de mon drone. Je peux donner son autonomie, je peux donner la résolution de la caméra qui est embarquée sur ce drone, je peux vous donner le poids qu'elle est capable de tracter. On peut donner plein d'informations. Mais c'est pas ça qui intéresse l'acheteur. Ce qui intéresse l'acheteur, c'est l'usage. Et un même produit, en B2B, peut avoir des usages extrêmement différents. Si je prends l'exemple de ce drone, pardon, je vais aller un peu vite. Donc là, je retrouve toutes mes caractéristiques. Et effectivement, j'ai plein de caractéristiques techniques sur mon drone qui sont importantes, que j'ai besoin de connaître, mais qui ne suffisent pas. L'autonomie de vol, l'envergure totale, la limitation de la zone de vol, est-ce que c'est une caméra HD, l'alimentation, la limitation d'altitude, la masse totale. Donc tout ça sont des informations qu'en tant qu'acheteur j'ai besoin, mais j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de savoir dans quel contexte je vais pouvoir utiliser ce drone. Et ce même drone, figurez-vous que ce drone particulier, il peut servir à plein de choses. Il peut servir à de la surveillance de chantier, il peut servir à de la supervision militaire, il peut servir à la surveillance et au rabattage de troupeaux. Et oui, figurez-vous que de plus en plus on utilise les drones dans les exploitations agricoles pour faire le travail des chiens de berger. Et c'est pas une blague. Surtout quand on a une très grande surface à couvrir, les chiens peuvent pas toujours aller très loin. Donc, je reviens là-dessus, un même produit peut avoir plein d'usages différents. Et c'est très vrai en B2B. Et une fois qu'on comprend ça, on comprend l'importance de savoir personnaliser l'histoire qu'on va raconter autour de notre produit en fonction de l'acheteur en face de qui on se trouve. Et dans un monde digital, c'est extrêmement compliqué, parce que quand quelqu'un navigue sur un site internet, c'est pas toujours évident de savoir est-ce que lui il est plutôt dans le monde militaire ou est-ce que c'est un agriculteur qui cherche à s'occuper de ses bêtes. Donc, c'est extrêmement important de construire et de penser cette expérience produit dès le départ et de réfléchir à l'ensemble des cas d'usage. Donc l'expérience produit, c'est un métier. C'est pas juste un item à mettre dans le cahier des charges quand vous lancez votre site e-commerce. Ça va faire partie de votre travail au quotidien de comprendre ce que viennent chercher vos utilisateurs et comment on va adapter l'histoire qu'on leur raconte sur notre produit en fonction des profils utilisateurs que vous avez. Donc, si on est tous d'accord sur le fait de dire que c'est une science qui est complexe, qui est subtile, et que c'est un métier, eh bien, tout métier, il a ses outils. Ça se tient jusque-là. Alors, pourquoi 94% des sociétés dans le monde utilisent Excel pour gérer cette expérience produit? Si c'est si important, si c'est si subtil, si c'est si technique, comment ça se fait? Comment ça se fait que, quand on comprend qu'il n'y a pas d'expérience client sans bonne expérience produit, on continue à utiliser Excel? Pour l'expérience client, on a plein d'outils. C'est pas un problème, on sait qu'on a des outils de marketing automation, on a des CRM, on a tout un tas d'outils qui nous permettent de contrôler l'expérience client. Pourquoi on continue à utiliser Excel pour gérer la donnée produit? Notre conviction, à nous, chez Akeneo, c'est qu'il manque une brique, il manque un outil pour aller avec ce nouveau métier. Et ce nouveau métier, qui a été un petit peu long et laborieux à mettre en place dans la première vague e-commerce, on pense qu'il va devenir un prérequis dans la deuxième vague e-commerce. On pense que les acteurs B2B vont comprendre et vont apprendre de ce qui s'est passé dans le B2C et qu'ils vont commencer par mettre leurs données produits au cœur de leur dispositif. Et qu'un acteur B2B qui vend sur du catalogue papier, qui vend en indirect, la première chose qu'il va faire, c'est de centraliser et de construire son référentiel de données produits pour
pour travailler son expérience produit avant même de penser à ouvrir des nouveaux canaux. Et pour nous, ça c'est la grande différence aujourd'hui entre cette deuxième vague B2B et cette première vague B2C. Donc cet outil, ça s'appelle un PIM. PIM, ça veut dire Product Information Management, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça existe depuis des années. Et basiquement, le rôle d'un PIM, c'est de pouvoir centraliser de la donnée, c'est-à-dire de la récupérer depuis tout un tas de sources de données existantes, que ce soit un ERP, des images, des vidéos, des fournisseurs. Donc cette donnée-là, elle existe quelque part, en partie, en tout cas partiellement. Donc le premier métier d'un PIM, c'est de pouvoir récupérer et centraliser cette donnée. Le deuxième métier du PIM, c'est l'enrichissement. Et c'est sans doute là où c'est le plus important, c'est qu'on va transformer de la donnée brute en histoire. Et c'est là où toute la chimie, toute la science va se mettre en place. C'est comment on transforme justement cet ensemble de caractéristiques produits, ces images, en une histoire qui soit cohérente et adaptée à chaque cible de nos clients. Et la troisième vocation du PIM, c'est qu'une fois qu'on a construit cette histoire et qu'on a cette donnée enrichie et de bonne qualité, comment on la diffuse, comment on l'exploite vers les différents canaux de vente. Et là encore, en B2B, c'est important, parce que des canaux de vente, on en a plein. Le papier, il n'est pas mort. Enfin, je ne sais pas s'il y a des acteurs B2B ici, mais il y a encore beaucoup d'industriels pour qui le premier canal de vente, c'est le catalogue papier. Et bien sûr que ça va continuer à shifter dans les années qui viennent, mais on n'est pas encore débarrassé du catalogue papier. Et donc ça reste encore un canal de vente important qui a autant besoin de bonne qualité de produit que le site e-commerce, ou que les points de vente, ou que vos revendeurs. Donc le PIM, sa vocation, c'est de pouvoir diffuser cette expérience produit de la même qualité, de la même manière, quel que soit le canal de distribution. Donc en fait, le PIM, c'est le CRM du produit. Si on veut substituer un acronyme idiot par un autre acronyme idiot. C'est la minute promotion. Et après, je vous laisse tranquille. Donc, c'est notre métier à Akeneo. À Akeneo, on développe un PIM open source. Et notre credo, c'est PIM for All. PIM for All, ça ne veut pas forcément dire. Enfin, c'est PIM for All, ça peut vouloir dire pour tous les types de boîtes, pour tous les types d'utilisateurs. L'ADN d'Akeneo, c'est d'avoir une solution enterprise, donc prête pour les besoins les plus complexes, capable de gérer des catalogues de plusieurs dizaines de millions de produits, et ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien, qui soit open source, parce qu'on croit intimement que l'open source est l'avenir du logiciel. Il n'y a plus de place aujourd'hui pour des boîtes noires quand on fait du software aujourd'hui en 2017, et puis parce qu'on pense que ça permet d'avoir une modularité, une flexibilité que n'offrent pas des solutions propriétaires et verrouillées. Et c'est un outil qui est pensé pour les équipes métiers. Pourquoi pour les équipes métiers? Parce que l'expérience produit, qui est capable de raconter des histoires aujourd'hui autour du produit? C'est pas l'IT, c'est pas vos acheteurs, ce sont vos équipes marketing. Et si on n'est pas capable de donner un outil aussi simple à utiliser qu'Excel à ces équipes métiers, qu'on le veuille ou non, on n'arrivera jamais à centraliser et à extraire de la valeur de cette donnée importante. Donc c'est ce qu'on fait chez Akeneo. Akeneo, c'est une boîte qui est assez jeune, en fait, qui a le même âge que Oro. Oro CRM, on a été créé exactement en même temps. D'ailleurs, pour la petite information, Yoav Koutner, que vous avez vu ce matin, est également un cofondateur d'Akeneo. Donc on a été créé en janvier 2013. On a un peu plus de 80 personnes aujourd'hui, basées essentiellement en France, à Nantes. Et puis on a également une équipe à Düsseldorf en Allemagne, une équipe à Boston aux États-Unis. Donc, solution open source, on a un peu plus de 40 000 installations actives de la version open source aujourd'hui dans le monde, 40% ici en Europe, 40% aux US et 20% dans le reste du monde. Il y a un peu plus de 140 clients enterprise, donc on a un modèle qui est similaire à celui d'Oro, celui de Magento si vous connaissez. On a une édition community qui est complètement gratuite, vous pouvez installer librement, et une version enterprise qui va intégrer des fonctionnalités un peu plus avancées et qui va permettre d'accéder à des quand on commence à avoir au moins plus de 5 personnes qui travaillent au quotidien sur cette expérience produit, on va commencer à avoir besoin d'une gestion de droit plus fine, on va avoir besoin de workflow, on va avoir besoin de moteurs de règles, d'automatisation. Tout ça sont des fonctionnalités qui existent dans la version entreprise. Donc un peu plus de 140 clients entreprises. J'en ai mis quelques noms qui sont plutôt B2B, mais on travaille à la fois dans le B2B, dans le B2C. John Deere, ceux qui connaissent les États-Unis et les gros tracteurs, c'est le leader mondial du tracteur. Target, boîte française, leader mondial français qu'on connaît pas forcément bien, mais qui est le leader mondial du revêtement de sol. Air Liquide, Rexel, Le Galet, et puis de nombreux autres. Hermès, que je vais montrer tout à l'heure, qui est également à
Techino. Donc on a beaucoup de clients dans tout secteur différent. Et je vais m'arrêter là, je pense, pour pouvoir répondre à vos questions, si vous en avez.